Fukuoka, 20 juin 2003, 6h30. Ce matin-là, sous son masque de banalité, le destin préparait l'horreur. Yoshito Shinjiro sonne à la porte pour emmener les petits à l'école comme chaque matin. À sa sonnerie, la maison répond par un silence de mort qui envahit les lieux. Et l'absence de la voiture familiale ajoute une note étrangement dissonante. Yoshito, avec sa clé de secours, ouvre la porte sur un intérieur ravagé, où le désordre n'est pas seulement visible, il hurle. Une tension électrique oppressante écrase l'air. Et puis, au bout de ce chaos, la salle de bain, et ces taches rouges qui le figent, pétrifié d'horreur. Yoshito était loin de se douter que ce matin allait marquer le début de l'une des affaires criminelles les plus sordides du Japon. Que s'est-il réellement passé dans cette maison? Comment une famille entière a-t-elle pu se volatiliser dans de telles circonstances? La réponse à ces questions, vous allez la découvrir dans cette enquête hors du commun. Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Sous le choc de ce qu'il vient de découvrir, Yoshito tente d'abord de comprendre où pourrait être son fils. Il compose le numéro de lieu de travail de Shinjiro Matsumoto, espérant une réponse rassurante. Mais la voix calme d'un employé du magasin de vêtements brise ses espoirs. Monsieur Matsumoto n'est pas encore arrivé ce matin. Cette absence inhabituelle confirme ses pires craintes. Quelque chose de grave s'est produit. Prenant une profonde inspiration, il compose le numéro des autorités et leur décrit ce qu'il vient de voir. En quelques minutes, la police arrive sur les lieux. Dès leur arrivée, les enquêteurs commencent à recueillir des informations sur la famille. Selon Yoshito, son fils Shinjiro Matsumoto, 41 ans, est un homme d'affaires respecté. Il vit ici avec sa femme Shika, âgée de 40 ans, et leurs 2 enfants. Un garçon de 11 ans et une fille de 8 ans. Une famille apparemment sans histoire dont la disparition soudaine laisse les enquêteurs perplexes. Le chaos à l'intérieur de la maison parle de lui-même. À l'entrée principale, des traces de sang sont visibles, bien que partiellement effacées. Des marques de traînées sur le sol suggèrent qu'un corps ou un objet lourd a été déplacé. Les empreintes relevées à cet endroit sont nombreuses et désordonnées, compliquant leur analyse. Dans la chambre des enfants, des signes de résistance sont relevés. Des jouets renversés, des draps froissés. Mais ce sont les traces de salive et d'urine sur le sol qui intriguent le plus. Elles laissent penser qu'une personne, probablement l'un des enfants, a vécu une terreur si intense qu'il a perdu le contrôle de ses fonctions corporelles. Dans la salle de bain, les découvertes sont encore plus troublantes. Une grande quantité de sang est éclaboussée sur les murs et incrustée entre les carreaux. Selon les experts légistes, la quantité de sang suggère une blessure grave, voire fatale. Avec l'ensemble des indices collectés, la police établit une hypothèse initiale. Un cambriolage qui aurait dégénéré en un acte de violence contre la famille. Mais la disparition de la Mercedes et des liquidités laisse également penser à un crime prémédité. La priorité absolue est claire. Retrouver la famille Matsumoto, vivant ou mort. Alors que l'enquête progresse, les policiers comprennent rapidement que résoudre ce mystère sera loin d'être simple. Si les événements survenus dans la maison des Matsumoto cachent un meurtre, retrouver les corps risque d'être une tâche monumentale. Les enquêteurs décident donc de se concentrer sur 2 pistes principales. Localiser la Mercedes disparue et examiner les relations sociales et financières de Matsumoto. Matsumoto avait pris la gestion du restaurant de barbecue de son père dès son plus jeune âge. Grâce à son travail acharné, il avait accumulé une fortune importante et acheté l'une des maisons les plus luxueuses de la rue. Cependant, sa passion pour les voitures et son goût du luxe lui avaient valu la réputation d'homme dépensier. Malgré les avertissements répétés de son père concernant son train de vie extravagant, Matsumoto n'avait rien changé à ses habitudes. Cependant, cette réussite apparente avait commencé à s'effondrer. Une épidémie affectant le bétail avait forcé la fermeture temporaire du restaurant familial, entraînant des pertes financières considérables. Ne se sentant jamais pleinement à sa place dans la gestion du restaurant, Matsumoto avait décidé de se lancer dans un tout autre domaine. La mode. Il y a 3 ans, il avait ouvert un magasin de vêtements et investissant une somme importante. Cependant, son manque d'expérience dans ce domaine avait conduit à des pertes importantes. Malgré cela, Matsumoto avait tenté de compenser en développant des ventes en ligne, achetant de grandes quantités de vêtements pour les revendre. Cette stratégie avait également échoué, laissant la famille lourdement endettée. La maison, la voiture et même son magasin étaient hypothéqués. Ne pouvant plus emprunter légalement, Matsumoto avait contracté une dette de 10 millions de yens auprès de prêteurs du marché noir. Ces dettes étaient connues pour être liées à des organisations criminelles qui n'hésitaient pas à recourir à la violence en cas de non-paiement. Avec seulement 2 mois pour rembourser cette somme, Matsumoto se retrouvait acculé. Face à cette situation, les policiers envisagent la possibilité que, dans un moment de désespoir, Matsumoto ait tué sa famille
avant de se suicider. Mais Yoshito, son père, rejette catégoriquement cette théorie et décrit son fils comme un homme fort, optimiste et profondément attaché à sa famille. Il rappelle que Matsumoto aurait toujours pu compter sur son soutien. Pour Yoshito, il est inconcevable que son fils ait choisi une voie aussi extrême. Yoshito soutient plutôt que la disparition de la famille, il y a un acte de vengeance brutal orchestré par les prêteurs du marché noir. Selon lui, ces groupes sont capables de tout, y compris d'enlever ou de tuer pour récupérer leur argent. Alors que de nombreuses questions restent sans réponse, une nouvelle information vient bouleverser l'enquête. Ce même jour, aux alentours de 18h, deux travailleurs utilisant une grue pour déplacer des conteneurs dans la baie de Fukuoka aperçoivent quelque chose d'étrange flottant à la surface de l'eau. Curieux, ils utilisent leurs jumelles pour inspecter l'objet. Ce qu'ils découvrent les fige d'effroi. C'est une silhouette humaine. Convaincus qu'il s'agit d'une personne, ils alertent immédiatement les autorités. La police arrive rapidement sur les lieux pour mener l'enquête. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Flottant dans l'eau, ce ne sont pas une, mais 4 corps qui sont retrouvés. Les premières vérifications permettent d'identifier les victimes. Il s'agit des 4 membres de la famille Matsumoto. Après des heures d'incertitude, la vérité brutale éclate. La famille qui était jusqu'alors portée disparue a été retrouvée sans vie. Le tableau qui se dessine est glaçant. Les détails des blessures révélées par les médecins légistes témoignent d'une violence extrême. La plus jeune victime, la fille de 8 ans, a été étranglée à mort. Sur son visage, une large échymose sombre suggère qu'elle a été frappée avec une force considérable. Selon les experts, l'impact aurait pu suffire à assommer même un adulte. Son frère, âgé de 11 ans, a également succombé à une strangulation. Cependant, son corps présente des échymoses sur les bras et les jambes comme s'il avait été maintenu au sol de force. Les enquêteurs soupçonnent la présence de plusieurs agresseurs. L'un aurait immobilisé l'enfant en utilisant son poids, tandis qu'un autre l'étranglait à l'aide d'une corde. Pour le père, Matsumoto, les résultats de l'autopsie révèlent une scène encore plus brutale. Son corps porte de multiples blessures infligées sur différentes parties, témoignant de plusieurs attaques. Une fracture crânienne due à un coup violent à la tête est identifiée, mais ce n'est pas cette blessure qui a causé sa mort. Les médecins légistes découvrent également des fractures multiples et un hématome interne massif causé par des coups répétés. Cependant, le détail le plus troublant est que Matsumoto était toujours vivant lorsqu'il a été jeté dans la mer. Attaché et incapable de bouger, la cause ultime de sa mort est la noyade. Chika, la mère de 40 ans, a été retrouvée nue, son corps couvert d'échymoses sombres. Les marques sur son corps indiquent clairement qu'elle a été abusée avant d'être tuée. Ce qui choque le plus, ce sont les blessures infligées à ses organes génitaux, témoignant d'une violence extrême. La tête de Chika présentait une blessure grave causée par un objet contondant. La douleur et l'agonie infligées à Chika sont inimaginables. Mais ce n'est pas tout. L'horreur ne s'arrête pas là. Alors que Shinjiro a été jeté vivant à la mer, Chika a été tué dans leur baignoire, dans l'intimité de leur salle de bain. Sous le choc de cette découverte macabre, l'équipe décide de reconsidérer les théories possibles. Parmi elles, l'hypothèse avancée par Yoshito, le père de Matsumoto, commence à retenir l'attention. La famille aurait été ciblée par une organisation criminelle liée à des prêteurs du marché noir en représailles pour une dette impayée. Cependant, des éléments viennent rapidement compliquer cette théorie. Les prêteurs du marché noir dont généralement la priorité recouvrement des fonds plutôt que meurtre. Si ces organisations avaient voulu exercer une pression, elles auraient ciblé Matsumoto seul et non toute sa famille, en particulier les enfants. De plus, il était explicitement interdit par le code moral traditionnel des gangs japonais auquel Matsumoto était endetté de s'en prendre aux familles des débiteurs. Les sanctions pour les dettes non remboursées se limitent souvent à des mutilations physiques comme le tranchage d'un doigt ou, dans les cas extrêmes, des amputations. Il n'existe aucun précédent dans lequel une famille entière a été assassinée à cause d'une dette. Face à ces doutes croissants, les prêteurs eux-mêmes ont pris l'initiative de contacter la police pour nier toute implication dans ce crime. Ils ont expliqué que tuer une famille entière allait à l'encontre de leur intérêt principal, récupérer leur argent. Ils ont souligné qu'un tel acte aurait été irrationnel et inutile, car il aurait rendu impossible le remboursement de la somme due. Ces explications, appuyées par l'absence de précédents similaires, semblaient cohérentes et ont poussé la police à explorer d'autres pistes. Si ce n'est pas une organisation liée au prêt d'argent qui a orchestré ce massacre, alors qui est derrière ces actes d'une telle cruauté? Et surtout, pourquoi s'en prendre à toute une famille? Alors que l'enquête progresse, l'équipe découvre des éléments cruciaux qui pourraient les rapprocher de la vérité. L'analyse détaillée de la scène de crime et des corps révèle plusieurs indices significatifs, mais aussi troublants.
Tous les membres de la famille Matsumoto avaient été retrouvés attachés avec de menottes métalliques et alourdis par des poids. Une méthode conçue pour garantir que les corps ne remontent pas à la surface après avoir été jetés dans la mer. Cependant, les outils utilisés présentaient des faiblesses techniques. Plusieurs poids s'étaient détachés, permettant au corps de dériver et d'être retrouvés. Les investigations ont révélé que les menottes et les poids étaient en réalité des articles issus du commerce d'accessoires sexuels. Ces objets, disponibles dans un nombre limité de magasins à Fukuoka, ont facilité la traçabilité. Des indices biologiques ont également été recueillis. Dans le corps de Chika, les légistes ont trouvé de l'ADN spermatique probablement appartenant à l'agresseur. De plus, sous ses ongles, de grandes quantités de résidus de peau ont été découvertes. Ces analyses révèlent que Chika s'était violemment défendu, griffant son assaillant avec une telle force que la peau était incrustée sous ses 10 ongles. Les analyses ADN de ces échantillons ont permis d'identifier 3 profils génétiques différents, indiquant la présence de plusieurs agresseurs. Outre ces indices biologiques, les enquêteurs ont relevé un grand nombre d'empreintes dans la maison, parmi lesquelles 7 ou 8 étaient inconnues. Après avoir éliminé celles des amis, collègues et membres de la famille ayant visité les lieux, 3 empreintes restent mystérieuses. Ces empreintes ont été retrouvées dans plusieurs pièces, laissant penser qu'elles pourraient appartenir aux auteurs du crime. En suivant la piste des menottes et des poids, la police a localisé un petit magasin spécialisé dans la vente d'accessoires similaires. Le propriétaire du magasin a affirmé se souvenir d'un client ayant acheté ces articles la veille du meurtre. Ce qui a marqué le propriétaire, c'est que le client semblait jeune, autour de 20 ans, et qu'il paraissait étranger. Selon lui, ces articles sont habituellement achetés par des hommes d'âge moyen pour un usage domestique avec leurs partenaires. Ce profil inhabituel a immédiatement attiré son attention. Heureusement, les caméras de surveillance du magasin avaient enregistré le visage du suspect. Les images extraites montrent un jeune homme correspondant à la description donnée. En diffusant ces images à la télévision, la police a rapidement reçu un appel crucial. Un étudiant prétendant connaître l'identité de l'homme recherché. L'appel reçu par la police s'avère être une avancée majeure dans l'enquête. Grâce à ce témoignage, l'identité du principal suspect est révélée. Wang Liang, un étudiant international de 19 ans, inscrit dans une école de langue à Fukuoka. Un détail qui correspond parfaitement au témoignage du propriétaire du magasin où les accessoires suspects ont été achetés. L'enquête révèle rapidement des éléments troublants sur la vie de Wang Liang. Issu d'une famille chinoise aisée dans le secteur de la construction, il bénéficiait d'un soutien financier important pour étudier à l'étranger. Cependant, son parcours académique est marqué par des absences fréquentes et un comportement problématique. Déjà connu pour ses relations avec des individus douteux en Chine, son attitude s'était encore détériorée après son arrivée au Japon en l'absence de supervision familiale. En mai 2003, Wang Liang est impliqué dans une altercation violente avec un camarade, ce qui entraîne son expulsion de l'école et l'annulation de son visa étudiant. N'ayant plus de statut légal pour rester au Japon, il retourne en Chine à la fin de l'année 2003 en prétendant s'inscrire dans une nouvelle école. Profitant de cette excuse, il parvient à obtenir une somme importante de sa famille, soit 180 000 yuan, avant de revenir au Japon le 10 juin 2003 sans véritable plan ni objectif. En enquêtant sur Yang Liang, la police identifie rapidement un complice possible, Yang Ning, un étudiant de 20 ans, également originaire de Jilin. Contrairement à Wang Liang, Yang Ning provenait d'un milieu plus modeste. Sa famille appartenait à la classe moyenne, son père étant un fonctionnaire de niveau intermédiaire. Pour subvenir à ses besoins au Japon, Yang Ning travaillait dans un fast-food, montrant une forte détermination à réussir. Cependant, son comportement a été profondément influencé par les mauvaises fréquentations de Wang Liang. Les deux hommes étaient amis depuis leurs années en Chine. Après leur installation au Japon, leur relation s'est encore renforcée. Yang Ning, initialement un étudiant appliqué et sérieux, a lentement sombré dans les comportements douteux sous l'influence de Wang Liang. Ce changement a attiré l'attention des enquêteurs, qui commencent à percevoir l'importance de son rôle dans cette affaire. Les enquêteurs découvrent que les deux colocataires avaient quitté leur appartement précipitamment, laissant derrière eux des indices qui renforcent les soupçons à leur encontre. En retraçant leurs mouvements, les enquêteurs apprennent que Wang Liang et Yang Ning ont quitté le Japon pour la Chine le 22 juin 2003, seulement 2 jours après le crime. L'analyse ADN et les empreintes trouvées dans l'ancien appartement des deux hommes correspondent aux échantillons prélevés sous les angles de Chika et sur la scène du crime, confirmant leur participation active.
Alors que la police approfondit ses recherches, une troisième piste se dessine. Les analyses des résidus de peau sous les ongles de Chika avaient déjà révélé la présence de deux profils génétiques correspondant à Wang Liang et Yang Ning. Mais un troisième profil restait inexpliqué. Les investigations mènent alors à Wei Wei, un étudiant international de 24 ans originaire de la province de Henan en Chine. Issu d'une famille prospère possédant une usine, Wei Wei avait initialement un comportement irréprochable. Cependant, des difficultés financières récentes avaient radicalement changé sa personnalité, l'entraînant vers une association étroite avec Yang Liang et Yang Ning. Avec le temps, Wei Wei avait sombré dans des comportements de plus en plus déviants. Contrairement aux autres suspects, Wei Wei n'avait pas quitté le Japon après le crime. Cependant, il avait disparu de la circulation, compliquant les efforts des enquêteurs pour le localiser. 2 mois après le crime, en août 2003, Wei Wei a été arrêté pour son implication dans une autre agression sur la route, alors qu'il se rendait à l'aéroport 2 heures avant son départ. Une fois placé en garde à vue, les enquêteurs ont comparé son ADN et ses empreintes digitales avec les indices collectés sur la scène du crime. Les résultats sont sans appel. Son profil génétique correspond au troisième ADN retrouvé sous les ongles de Chika et ses empreintes digitales correspondent à celles collectées dans la maison des Matsumoto. Face à ces preuves accablantes, Wei Wei finit par avouer son rôle dans le crime. Motivé par des besoins financiers et un profond désespoir, il déclare avoir agi sous l'influence de Wang Liang et Yang Ning. Cependant, il tente de minimiser sa responsabilité, affirmant qu'il n'était qu'un complice. Selon les aveux de Wei Wei, le trio Wang Liang, Yang Ning et lui-même avaient méticuleusement préparé son plan, leur objectif étant de cibler une famille fortunée. Pendant une semaine, ils ont observé les allées et venues des Matsumoto, leurs habitudes, leurs heures de départ et de retour, leurs moments de vulnérabilité. Ils ont finalement décidé de passer à l'acte dans la nuit du 19 juin 2003. Vers 23h, ils ont escaladé le mur de la propriété voisine et ont longé le mur jusqu'à atteindre la porte de la cuisine. Ils ont pénétré dans la maison sans faire de bruit. Ils ont d'abord inspecté le deuxième étage, confirmant que les adultes n'étaient pas présents. Puis se sont dirigés vers les chambres des enfants où ils dormaient paisiblement, inconscients du danger qui les menaçait. La petite fille, frêle et sans défense, n'a opposé aucune résistance. Les criminels l'ont frappé au visage à plusieurs reprises. Ses petits yeux se sont rapidement tuméfiés sous la violence des coups. Le garçon, malgré son jeune âge, a tenté de se défendre. Il s'est débattu, a crié, a essayé de repousser ses agresseurs. Mais ses efforts ont été vains. Les deux hommes se sont jetés sur lui, l'immobilisant et l'étranglant jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Pendant ce temps, Chika, la mère, se retrouvait dans la salle de bain. Sa présence dans le bain a déclenché une vague de violence chez les agresseurs. Ils l'ont traîné hors de la baignoire, l'ont roué de coups, son visage tuméfié à sa lèvre fondue. Ses cheveux ont été violemment tirés, sa tête cognée contre le mur et le sol à plusieurs reprises, laissant des traces de sang et de cheveux sur le carrelage immaculé. L'horreur, cependant, n'était pas encore rassasiée. Ils l'ont ensuite abusé sexuellement avant de l'étrangler avec une ficelle fine utilisée pour attacher des paquets jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Finalement, ils l'ont traîné jusqu'à la baignoire remplie d'eau et ont plongé son visage dedans, la maintenant immergée jusqu'à ce que son corps cesse de se débattre. Alors qu'ils commettaient leur crime, Shinjiro Matsumoto est rentré chez lui de manière inattendue. Il était 1h40 du matin. L'allée était plongée dans un profond silence lorsque les phares de sa Mercedes ont percé l'obscurité de la nuit. Alors qu'il arrivait devant la maison, Matsumoto était au téléphone avec un ami. « Je viens d'arriver à la maison, a-t-il dit. Je vais la garer maintenant, alors je te rappellerai plus tard. » Il a raccroché sans se douter que ce serait sa dernière conversation. Les 3 hommes attendaient dans l'ombre, cachés derrière la porte d'entrée. Dès que Matsumoto a franchi le seuil de sa maison, ils ont surgi de l'ombre. L'un d'eux l'a frappé violemment à l'arrière de la tête avec un tuyau de fer volé sur un chantier de construction. Matsumoto s'est effondré, incapable de crier ou de se défendre. Les 2 autres l'ont roué de coups, le frappant au visage, à la tête, dans le dos, le laissant inconscient. Il a été traîné jusqu'au 2e étage où il a été laissé inconscient. Les criminels savaient qu'ils devaient agir vite pour ne pas être surpris par le voisinage. Ils ont amené la petite fille et l'ont maltraitée et battue devant Matsumoto, cherchant par tous les moyens à obtenir des informations sur l'argent et les objets de valeur de la famille. Leur acharnement et leur cruauté témoignaient de leur détermination à ne pas repartir les mains vides. Cependant, lorsqu'ils n'ont rien entendu de Matsumoto, un d'eux a essayé d'étrangler la fille en disant « Je n'ai plus rien à faire ». Matsumoto s'est agenouillé et a supplié qu'on épargne sa fille, mais ils se sont moqués de lui et ont tué la fille.
Ces meurtres froids témoignent de l'absence totale de pitié du trio. Après avoir terminé leurs actes monstrueux, les criminels ont chargé les corps dans le coffre de la voiture. Ils ont ensuite pris place à bord du véhicule, laissant derrière eux la maison silencieuse et macabre. La Mercedes-Benz a filé dans la nuit, traversant les rues désertes de Fukuoka. Ils ont finalement atteint le quai d'Akozaki, un endroit isolé du port d'Akata où ils avaient prévu de se débarrasser des corps. Arrivés au quai, les criminels ont sorti le corps de la voiture un par un. Ils ont attaché des poids préparés à l'avance au corps, s'assurant qu'ils ne remonteraient jamais à la surface. Ils ont relié les bras de Matsumoto et les jambes de Shika avec des menottes, puis ont attaché un haltère en fer à la chaîne des menottes. Ils ont fait de même avec les enfants, attachant un haltère à leurs mains menottées. Après avoir solidement attaché les poids au corps, les criminels les ont jetés à la mer un par un, dans un silence sinistre. Les corps ont coulé rapidement, disparaissant dans les profondeurs de la mer. Après avoir abandonné les corps, les criminels sont remontés dans la Mercedes et ont quitté le port. Ils ont conduit jusqu'à Kurume où ils ont abandonné le véhicule sur le parking privé d'un clubhouse. Les criminels ont ensuite pris le tramway à la gare de Kurume et sont retournés à Fukuoka où ils ont disparu. L'après-midi du 20 juin 2003, les corps de la famille Matsumoto ont été découverts les uns après les autres dans la mer près du quai d'Akozaki. Les criminels qui pensaient avoir commis le crime parfait n'avaient jamais imaginé que les corps seraient retrouvés si rapidement. Les menottes utilisées ont été fabriquées à Taïwan et étaient en métal joué qui pouvait être facilement libéré. Le poids de fer rectangulaire attaché au corps provenait du manoir d'une femme que Weiwei avait fréquenté dans le passé et avait été spécialement commandé par la société propriétaire du manoir. Après avoir commis ces actes odieux, les trois hommes ont découvert que leur butin s'élevait à seulement 40 000 yens. Déçus, ils ont rapidement planifié leur fuite. Les criminels ont fini par être capturés et jugés, mais leurs destins ont été différents. Les autorités japonaises ont rapidement émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Wang Liang et Yang Ning. En conséquence, les deux hommes ont été arrêtés par la police chinoise. Yang Ning a été condamné à mort. Son exécution a eu lieu en 2005. Yang Liang, coopérant par les autorités, a fourni des informations cruciales pour capturer Yang Ning. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Weiwei, capturé au Japon, a tenté de minimiser son rôle lors de son procès, prétendant n'être qu'un simple complice. Cependant, en raison de la cruauté du crime, il a été condamné à mort. L'exécution a été effectuée en 2019 après 16 ans d'incarcération. Pendant ces longues années en prison, Weiwei a exprimé des remords sincères. Il a souvent déclaré qu'il aurait voulu revenir en arrière pour éviter cette tragédie. Dans ses derniers mots, il espérait que sa mort apporterait une forme de soulagement aux familles des victimes. L'histoire tragique de la famille Matsumoto restera gravée comme un sombre rappel des profondeurs de la cruauté humaine. Malgré les jugements rendus, les cicatrices laissées par ce massacre demeurent, à la fois pour les proches des victimes et pour ceux qui ont été témoins de l'horreur. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si ce récit vous a marqué, pensez à liker, à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres affaires fascinantes et troublantes. Prenez soin de vous et souvenez-vous, même dans les ténèbres les plus profonds, la vérité finit toujours par éclater. Ciao.